Bonjour à tous. Le 13 novembre de cette année s'est tenue la session inaugurale, la session d'ouverture du Parlement polonais. Pour rappel, le 15 octobre de cette année, les Polonais ont renouvelé leur Parlement, ont été élus au suffrage universel direct 560 parlementaires, dont 460 députés et 100 sénateurs. Ces élections ont été finalement un plébiscite dont la question était pour ou contre un troisième mandat pour la droite unie au pouvoir en Pologne. Ce plébiscite a été perdu par la droite unie parce que si le camp politique de Jarosław Kaczyński a reçu le plus grand nombre de voix parmi tous les comités électoraux qui ont pris part à ces élections parlementaires, il n'en reste pas moins que son camp politique dispose à la Chambre basse du Parlement après les élections de 194 mandats. Donc c'est largement insuffisant pour construire une majorité indépendante. Il aurait fallu que son camp politique dispose de 231 mandats. Il en est de même pour la Chambre haute, où le parti de Jarosław Kaczyński dispose d'une trentaine de sénateurs, puisqu'il y a 67 sénateurs issus de l'opposition, une trentaine de sénateurs issus ou connectés, liés d'une façon ou d'une autre à la droite unie, et quelques sénateurs indépendants. Donc, dans tous les cas, en termes de mandat, la droite unie ne dispose pas de la majorité au Parlement, que ce soit à la Chambre basse ou à la Chambre haute, ce qui fait que la droite unie ne pourra pas garder le pouvoir. En Pologne, c'est une certitude. La majorité de l'opposition a par conséquent été confirmée d'une part par un accord de coalition, qui a été présenté et publié le 10 novembre de cette année, j'y reviendrai, mais également par les votes successifs qui ont eu lieu au Parlement polonais pendant la session d'ouverture, donc qui s'est tenue le 13 novembre. Alors, cette session d'ouverture s'est tenue dans une ambiance de très haute tension. Pourquoi? Parce que d'un côté, donc le président de la République polonaise, Andrzej Duda, issu du camp politique de Jarosław Kaczyński, pendant son discours d'ouverture de la séance parlementaire, la séance inaugurale, n'a même pas cherché à faire semblant, n'a même pas cherché à créer ou sauver les apparences. Donc il a bien montré de quel côté il était, qu'il était bien déterminé à défendre son camp politique. D'autre part, une semaine avant la session d'inauguration du Parlement, du nouveau Parlement, on savait parfaitement que, quoi qu'il arrive, le président nommerait pour Premier ministre donc l'actuel Premier ministre de la droite unie, Mateusz Morawiecki, qui lui donnerait la mission de créer un gouvernement, tout en sachant qu'il n'avait aucune chance d'arriver à construire une majorité parlementaire lui permettant d'obtenir un vote de confiance. Cette session d'inauguration s'est tenue dans les conditions, on savait parfaitement que le président n'était pas du côté de la nouvelle majorité qui, comme je le disais, a signé quelques jours plus tôt un accord de coalition et qui allait élire un nouveau bureau, des nouveaux bureaux du Parlement, de la Chambre haute et de la Chambre basse, donc élection qui allait faire en sorte que le Parlement a changé de majorité. Alors, pour en revenir au discours du président, donc qui a ouvert donc la session de la Chambre basse et de la Chambre haute, donc deux discours de session qui se sont ouvertes séparément. Donc un discours clairement du côté de son camp politique. Le président a bien souligné qu'il ne serait pas d'accord d'une manière ou d'une autre pour qu'on minimise son rôle dans la gestion du pays. Il a bien signifié qu'il avait l'intention de participer à la politique de défense et la politique étrangère, dont la politique européenne de la Pologne. Il a également précisé qu'il n'hésiterait pas à mettre son veto à tout projet de loi qui lui semblerait impertinent, tout en rappelant que ça ne devait pas devenir une excuse pour l'opposition pour ne pas réaliser leurs annonces ou leurs promesses électorales. De par ce discours, on peut estimer qu'il n'y aura pas de coopération entre la nouvelle majorité et le président,
Il reste 20 mois de mandature à Andrzej Duda, donc on peut estimer que pendant ces 20 mois, il y aura un état de confrontation perpétuelle entre le nouveau gouvernement qui de toute manière sera créé avant la fin de cette année et le président de la République. Donc ce sera une cohabitation qui se passera aussi mal que possible et c'est peu dire. J'y reviendrai plus tard. Et sûrement dans mes prochains enregistrements également, puisque 20 mois de présidence d'Andrzej Duda, donc ce sera une période qui sera compliquée pour le nouveau gouvernement. Mais dans tous les cas, la coalition qui s'est formée le 10 novembre de cette année, bien consciente du fait que le président ne serait pas de son côté, a élu donc ses représentants et le Parlement a changé de majorité, que ce soit la Chambre basse ou la Chambre haute. Alors, à la tête de la Chambre basse du Parlement, le Sejm, a été élu Szymon Hołownia. Donc, Szymon Hołownia est un politicien au stage assez court. Sa carrière politique a démarré il y a plus de 3 ans, pendant la campagne des élections présidentielles en Pologne en 2020. Ancien journaliste, aujourd'hui donc il fait de la politique. Il a créé son parti qui s'appelle Pologne 2050. Donc un parti politique qui s'est allié avec le parti agrarien PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe, donc le parti agrarien traditionnel, parti agrarien polonais. Et donc ça a donné la coalition centriste Trzecia Droga, la troisième voie, donc coalition qui dispose aujourd'hui de 65 députés à la Chambre basse du Parlement. Alors, il faut préciser deux choses. La première, c'est que Szymon Hołownia n'a jamais été député. Et donc là, donc une personne qui n'a jamais été députée a été élue président de la Chambre basse du Parlement. Donc c'est un rôle nouveau. C'est un événement, pourrait-on dire, sans précédent. Et donc Szymon Hołownia dans le rôle de président de la Chambre basse du Parlement. Donc, on peut dire que c'est une décision expérimentale. Donc on ne sait pas comment est-ce qu'il va réussir à gérer ce rôle, sachant que la diète est divisée entre donc la droite unie et la nouvelle coalition. L'ambiance y est très tendue, c'est une ambiance lourde. Ce sont donc des sessions qui se déroulent sous tension. Donc une gestion qui est compliquée et on voit déjà dès à présent que la droite unie essaie de tester le nouveau président de la Diète, voir jusqu'où les députés peuvent aller. Donc il conviendra d'analyser sa façon de gérer le Parlement. Cela dit, Szymon Hołownia a annoncé plusieurs changements dans le fonctionnement de la Diète. Alors d'une part, il a annoncé que donc les projets de loi qui seront soumis, que ce soit par la société civile ou par les groupes parlementaires, ne seront plus mis au congélateur politique comme ça avait eu lieu donc auparavant. Il a aussi décidé d'ouvrir le Parlement d'une part aux citoyens et d'autre part aux représentants de la société civile et les journalistes. Donc on a supprimé les barrières devant le Parlement. D'ailleurs ces barrières ont été supprimées par les activistes eux-mêmes de la société civile après cette annonce de Szymon Hołownia. Donc il est arrivé avec un slogan: rendre le Parlement aux citoyens. Donc également donc une situation assez expérimentale, puisque dorénavant on passe d'un extrême à l'autre. Donc d'une part un Parlement qui était fermé aux journalistes et aux citoyens pendant 8 ans de majorité de la droite unie. Maintenant on va passer dans un système où le Parlement devrait être ouvert à tout le monde. Donc on verra dans quelle mesure ce sera possible. Il convient aussi de prendre en compte toutes les mesures de sécurité. Donc est-ce que les mesures de sécurité permettront ce genre de politique? On le constatera par la suite. Le fait est que Szymon Hołownia veut imposer un style nouveau, un style ouvert, un style participatif, un style interactif, un style citoyen. On verra dans quelle mesure ce sera un succès. Pour finir sur ce personnage, il convient d'ajouter que Szymon Hołownia a des ambitions politiques qui vont bien au-delà de la présidence de la Chambre basse du Parlement. Il souhaite être candidat à la présidentielle polonaise en 2025, donc il a déjà été candidat en 2020 avec un résultat de chiffres, un résultat de 14%, donc, qui est un résultat tout à fait honorable pour une personne qui était candidate pour la première fois, qui est un novice de la politique.
Donc il conviendra de voir dans quelle mesure ce rôle de président de la Diète, sachant qu'il n'a aucune expérience en la matière, lui permettra de continuer une carrière politique avec succès ou non. À cela, il convient d'ajouter que une autre expérience est en train d'être tentée au Parlement polonais, à savoir une présidence tournante, que ce soit de la Chambre basse ou de la Chambre haute. Donc le président Szymon Hołownia de la Chambre basse a été élu pour 2 ans. Il devrait être remplacé, selon l'accord de coalition, par Włodzimierz Czarzasty, donc l'un des présidents du parti de coalition, la Nouvelle Gauche. Il en est de même pour la Chambre haute, donc le Sénat, qui aujourd'hui sera dirigé par la présidente issue du parti Coalition Civique de Donald Tusk, Małgorzata Kidawa-Błońska. Elle devrait être remplacée dans 2 ans par un autre représentant de la coalition civique. Donc cette présidence tournante est très, très critiquée par la droite unie. Cependant, remarquons que ce n'est pas chose nouvelle. Le Parlement européen a une présidence tournante depuis des années. Selon toute vraisemblance, ça marche très bien. Donc, personnellement, je ne vois pas pourquoi est-ce que ça ne devrait pas marcher en Pologne. Cela étant dit, ça reste quand même donc une expérience qui est en train d'être tentée, donc puisqu'il n'y a jamais eu de présidence tournante au Parlement polonais, que ce soit la Chambre basse ou la Chambre haute. Donc on verra comment les choses vont se passer. Mais comme je le disais, je ne vois pas pourquoi ça devrait se passer mal. Il faudrait, pour comprendre les événements d'ouverture de la session parlementaire, revenir quelques jours en arrière, savoir 3 jours en arrière, jusqu'au 10 novembre, date à laquelle donc a été signé et publié l'accord de coalition entre les 3 coalitions qui ont créé la nouvelle majorité parlementaire. Donc je le rappelle, nous avons donc une coalition, comme je le disais, de 3 coalitions. Donc la plus grande coalition, donc c'est la coalition civique qui est emmenée par Donald Tusk et représentée par Donald Tusk. Ensuite, nous avons la coalition centriste Troisième Voie, Trzecia Droga. Et enfin, nous avons une coalition de gauche qui s'appelle Nouvelle Gauche, qui également est composée de 3 partis. Et donc ces 3 coalitions ont signé un accord de coalition. Alors, cet accord, lui aussi, est un accord sans précédent parce que c'est un accord qui a été publié. Donc, chaque citoyen a accès au contenu de cet accord. Donc, c'est un document qui se compose de 13 pages, 3 chapitres, 24 points. Et donc, c'est un accord qui a été quelque peu copié des accords de coalition allemands. Alors, si l'on est quand même loin de ce qui se fait en Allemagne, puisqu'en Allemagne, les accords de coalition, c'est plus de 100 pages, l'idée reste la même. En gros, l'idée, c'est qu'un accord a été signé, donc cet accord engage les partis, que ce soit au niveau politique qu'au niveau juridique. Donc, chaque citoyen peut se prévaloir de cet accord, même devant la justice. Donc, porter plainte contre les signataires pour non-respect de l'accord, mais également les signataires peuvent se prévaloir de cet accord, eux également, devant la justice, puisque c'est un accord, donc c'est un contrat qui a été signé entre ces 3 parties, donc un contrat de coalition. Donc, comme je le disais, 13 pages, 3 chapitres, 24 points, économie, finance, écologie, éléments juridiques. Donc cet accord qui a été publié est plus une déclaration d'intention, je dirais, qu'un accord précis, comme ça se fait en Allemagne, où l'on peut lire exactement, point par point, les choses qui sont réalisées. Néanmoins, ça montre clairement la voie qui va être empruntée par la nouvelle coalition, puisque, comme je le disais, cet accord engage les partenaires. Alors, cet accord n'a pas été satisfaisant, ou alors assez satisfaisant, disons, pour une partie de la Nouvelle Gauche. Donc, un des partis composant la Nouvelle Gauche, donc le parti Ensemble, Partia Razem, a signé cet accord. Néanmoins, ce parti n'enverra pas de représentants au gouvernement. Donc, si ce parti reste dans la coalition, il n'entend pas faire partie du gouvernement parce qu'il estime que cet accord ne satisfait pas suffisamment au postulat que ce parti a présenté pendant la campagne électorale. Cependant, il faut voir que le parti Ensemble, le parti Razem, c'est un parti de jeunes politiciens
principalement d'intellectuels, qui investissent plutôt dans l'avenir. C'est ce qui pourrait devenir à l'avenir le noyau de la nouvelle gauche polonaise. Puisque d'un côté, nous avons deux partis de gauche, donc on a le parti de Włodzimierz Czarzasty, la gauche, donc ça c'est ce qui reste du parti post-communiste, anciennement SDRP, ensuite SLD. Nous avons un parti, donc un petit parti de l'ancien président de Słupsk, qui est eurodéputé Robert Biedroń, donc Printemps. Et tout porte à croire que ces partis, tôt ou tard, feront alliance avec la coalition civique, ou entreront au sein de la coalition civique. En troisième partie, comme je disais, nous avons ce parti ensemble. Donc, on peut considérer que les deux partis de gauche, donc la gauche de Włodzimierz Czarzasty et le parti de Robert Biedroń Printemps, c'est ce qu'on pourrait appeler le passé de la gauche qui entrera dans la coalition civique et qui deviendra quoi, la coalition civique tôt ou tard. Et nous avons ce troisième petit parti ensemble qui semble être l'avenir de la gauche. Donc ces politiciens, même s'ils se rendent compte qu'on a besoin de leur voix pour s'assurer d'une majorité stable, ne veulent toutefois pas faire partie d'un gouvernement qui, selon eux, ne remplit pas assez donc les conditions des postulats de gauche. Alors, donc, ce qui coince de leur point de vue, c'est la libéralisation de l'avortement, libéralisation qui ne se fera pas de sitôt puisque les conditions ne sont pas réunies. D'une part, la coalition centriste troisième voie demande à ce qu'un référendum soit organisé pour que les citoyens statuent eux-mêmes sur le sujet. D'autre part, il est absolument certain que le président Andrzej Duda ne signera absolument aucun accord de libéralisation de la loi anti-avortement en Pologne. Donc, le sujet, peut-on dire, est clos pendant 20 mois sûrement. Ce qui se passera dans 20 mois, nous le verrons. Cependant là, il n'est pas question de libéraliser la loi sur l'avortement. Cependant, il y a quand même une petite ouverture qui est en train de se créer. Si la loi concernant l'avortement en elle-même ne sera pas libéralisée, on risque d'assister à une dépénalisation de ceux qui aident à l'avortement. Déjà à l'époque du gouvernement PiS, le ministère de la Santé, après l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a durci la loi anti-avortement en Pologne, donc le ministère de la Santé a commencé à travailler sur certaines mesures visant à quelque peu libéraliser donc ce droit en Pologne, notamment autoriser l'avortement pour cause médicale. Et donc là, la liste a été élargie, par exemple, aux causes psychologiques. Donc, déjà, le ministère de la Santé se rendait compte que ce droit, en la matière, tel qu'il a été amendé par la Cour constitutionnelle, ne pouvait pas rester en Pologne indéfiniment. Donc, on peut penser que le nouveau gouvernement va s'introduire dans cette brèche qui a été créée par l'ancien ministre de la Santé et également élargir la liste des conditions, des possibilités où l'avortement peut être quand même pratiqué. Ce qui est également possible, c'est que le ministère de la Justice, de par un décret, dépénalise l'aide à l'avortement. Donc ça voudrait dire en gros que donc, les médecins qui pratiquent l'avortement ne seront plus poursuivis dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Donc en gros, l'avortement serait toujours illégal, mais aider quelqu'un à avorter ne serait plus illégal. Donc une façon d'introduire la libéralisation de l'IVG par la porte de derrière, pourrait-on dire. Donc on verra par la suite comment ça va se dérouler. Cependant, ces projets sont à l'étude. Revenons à présent à l'élection donc des présidents et vice-présidents du Parlement. Si donc Szymon Hołownia a été élu par la nouvelle coalition, on peut constater que malgré les annonces, tout porte à croire que la coalition a plus de députés qu'elle ne le pensait, puisque elle partait avec 248 députés, alors que on voit, selon les différents votes qui ont lieu en date du 13 novembre, qu'il y a au moins 250-255 députés qui ont voté la Chambre basse donc pour les candidats de l'opposition. Alors il faut aussi constater que
La Confédération a voté pour Szymon Hołownia en tant que candidat à la présidence de la Chambre basse du Parlement. Pourquoi? Puisque il y a eu un début de débat entre la gauche et les deux autres coalitions concernant un poste de vice-président pour le représentant de la Confédération au nouveau bureau du Parlement. La gauche estimait que la Confédération, parti radical de droite, ne devait pas être représentée au présidium du Parlement, au bureau du Parlement, alors que la coalition civique et surtout la troisième voie estimait que puisque les députés de la Confédération ont été élus et que plus d'un million de citoyens, 1 600 000 citoyens ont voté pour eux, il était hors de question de priver ce groupe politique de place au bureau parlementaire, que ce sera antidémocratique. Donc, tout porte à croire que, en conséquence, la Confédération a voté pour Szymon Hołownia pour la présidence donc, du Parlement. Donc, Krzysztof Bosak a été élu au bureau du Parlement. Donc, le bureau du Parlement, donc les vice-présidents de la Chambre basse, se compose de deux représentants de la coalition civique, un représentant de la Nouvelle Gauche, un représentant de la Confédération, un représentant de la troisième voie Trzecia Droga, et une place vide qui est réservée à la droite unie. Pourquoi cette place est restée vide? Puisque la droite unie a sciemment appliqué une tactique qui l'a poussé à ce que son candidat ne soit pas élu. La droite unie est en train de revenir à ses sources, si je puis dire, en partant d'une stratégie de victimisation. Donc, apparemment, donc, il convenait, de leur point de vue, de démontrer à quel point l'opposition qui a créé une majorité au Parlement traitait mal les vrais patriotes de la droite unie, au point de ne pas élire un président, un vice-président au bureau du nouveau Parlement. Donc cette stratégie de victimisation, le fait est que la droite unie a sciemment présenté des candidats inacceptables pour la nouvelle majorité, que ce soit la Chambre basse et la Chambre haute, tout en sachant parfaitement qu'ils ne seraient pas élus, mais c'est sur quoi ils comptaient. Donc aujourd'hui, la droite unie ne dispose pas de représentants au nouveau bureau de la Chambre basse et de la Chambre haute. Donc c'est une stratégie absolument consciente et voulue par ce camp politique. Comme je disais, une stratégie de victimisation. Le fait est que si la nouvelle majorité parlementaire n'a pas voté pour les candidats de la droite unie, que ce soit la Chambre basse ou la Chambre haute, il a été spécifié, et donc c'est inscrit dans donc, le document que le Parlement a adopté, que la place qui reste vide revient à l'union de la droite unie, que ce soit la Chambre basse ou la Chambre haute. Maintenant, il convient à ce parti, à ce camp politique, de présenter un candidat qui soit acceptable pour la nouvelle coalition, pour l'instant parlementaire et plus tard de gouvernement. Ce n'est sûrement pas à l'ordre du jour de la droite unie. Alors, pour ce qui est de la Chambre haute, donc le Sénat, donc c'est Małgorzata Kidawa-Błońska, donc représentante du parti de Donald Tusk, plateforme civique, donc coalition civique, puisque la plateforme civique donc est entrée donc en coalition, a formé une coalition qui s'appelle la coalition civique. Donc le Sénat également donc a des représentants donc des partis de coalition, donc que ce soit la Nouvelle Gauche ou alors la troisième voie. Cependant, comme je le disais, comme à la Chambre basse, la place réservée à la droite unie reste vide, puisque la droite unie a présenté un candidat qui n'était pas acceptable donc pour la nouvelle majorité parlementaire, et du coup il n'a pas été élu. Donc à la Chambre basse, la droite unie a présenté donc l'ancienne présidente du Parlement, Elżbieta Witek, donc présidente qui était extrêmement brutale avec l'opposition. Au Sénat, au poste de vice-président, la droite unie a présenté Marek Pęk, donc aussi un politicien considéré comme étant très brutal vis-à-vis de l'opposition. Donc il était évident que l'opposition ne voterait pas pour ces candidatures. Et comme je le disais, c'était une stratégie délibérée de la droite unie. Alors, il convient également, puisque l'on parle de l'inauguration du nouveau Parlement, de parler donc de l'héros, du héros du jour, le héros négatif du jour, à savoir Jarosław Kaczyński, qui s'est inscrit de manière la plus négative qui soit en cette journée. Alors,
le leader, le président du parti Droit et Justice et le leader du camp politique La Droite Unie, est arrivé en retard à l'ouverture de la session inaugurale donc, de la Chambre basse du Parlement. Donc il est entré dans la salle en plein hymne national. Alors ensuite, il s'est endormi de manière ostentatoire pendant le discours de son Premier ministre Mateusz Morawiecki. Et une fois réveillé, il a délibérément insulté l'opposition, traitant Donald Tusk, donc le vraisemblable Premier ministre, donc, qui prendra donc, la place de Mateusz Morawiecki, de racaille. Il a également donc, traité l'opposition d'être des communistes, voire des stalinistes qui se comportent encore plus mal que les stalinistes, puisque selon Jarosław Kaczyński, l'opposition veut détruire la Pologne, supprimer la Pologne, jusqu'à ce que la Pologne ne soit plus qu'un territoire habité par les Polonais, mais plus un pays. Jarosław Kaczyński a clairement, peut-on dire, montré un visage très agressif. Et donc ça démontre quelle sera la position, la stratégie de son parti, son camp politique, ces prochains mois, voire ces prochaines années, s'il en reste toujours le leader. Donc ce sera une opposition totale, voire plus que totale. Aujourd'hui, Jarosław Kaczyński accuse donc l'opposition de vouloir vendre la Pologne à l'Allemagne. Et Jarosław Kaczyński, lors du jour de l'indépendance en Pologne, donc le 11 novembre, a estimé que Donald Tusk, donc, qui a été installé par les Allemands en Pologne, a pour projet de dissoudre la Pologne dans un projet européen. Donc il fait référence à la discussion qui a eu lieu en Union européenne concernant le changement la modification des traités communautaires. Le fait est qu'il adopte un discours très dur. Donc nous avons d'une part donc une victimisation de Jarosław Kaczyński, qui cherche à démontrer que son parti est malmené par tous les traîtres à la nation et tous ceux qui veulent du mal à la Pologne. Et d'autre part, nous avons un discours très dur qui accuse l'opposition des crimes les plus graves, trahison, anti-polonisme, anti-patriotisme. Il ne se gêne pas pour insulter directement les députés de l'opposition. Comme je le disais, traiter Donald Tusk de racaille, traiter les députés de l'opposition gouvernementale pour l'instant, mais de la majorité parlementaire depuis le 13 novembre de députés stalinistes, voire pire que des stalinistes. Donc un discours très dur et on peut penser que ça va continuer. Donc on peut penser voire supposer que la lutte politique en Pologne va encore monter d'un cran, puisque c'est ce vers quoi tend Jarosław Kaczyński. Alors, il faut bien voir que c'est une stratégie qui est délibérée, puisque Jarosław Kaczyński cherche tout simplement à refaire ce qu'il a fait il y a 15 ans. Donc, quand il a perdu les élections parlementaires de 2007, il a effectivement monté une stratégie du seul contre tous. Donc moi et mon parti, la Pologne, vous tous des traîtres. Ça lui a quand même pris 15 ans pour arriver au pouvoir. On peut supposer que ça se passera pas aussi rapidement, puisqu'en 90, il avait déjà adopté cette stratégie. Donc la première fois qu'il a pris le pouvoir, c'était en 2005. Le PiS, le droit et justice, ont gardé le pouvoir pendant 2 ans. En 2007, son parti perd les élections, et pendant 2 mandatures où le pays, donc la Pologne, est dirigée par Donald Tusk, Jarosław Kaczyński donc adopte cette stratégie du seul contre tous, moi la Pologne, vous les traîtres. Et donc on peut considérer que la première fois pour prendre le pouvoir, ça lui a pris environ 15 ans, 12 à 15 ans. La deuxième fois, ça lui a pris 8 ans. Il paraît assez peu probable qu'il réussisse à refaire une troisième traversée du désert et reprendre le pouvoir, si l'on s'en réfère à son état de santé et à son âge très avancé. Donc aujourd'hui, tout porte à croire qu'il y a quelque chose qui ne reviendra plus au pouvoir. Sachant que dans son camp politique, il y a de plus en plus de députés ou de politiciens qui tout simplement attendent leur tour. Donc des politiciens qui sont d'une autre génération. Donc même si aujourd'hui Jarosław Kaczyński adopte donc une stratégie de l'opposition totale, voire plus que totale, du seul contre tous,
La question est de savoir combien de temps cette stratégie sera appliquée par son parti. Rappelons-le, la Pologne se trouve en ce moment dans une situation de marathon électoral, puisque les élections parlementaires ne mettent pas fin à la campagne électorale en Pologne. Les échéances suivantes auront lieu l'année prochaine, donc avril 2024 les élections régionales, ensuite juin 2024 les élections européennes et juin-juillet 2025 les élections présidentielles. Donc son parti est déjà reparti en campagne. La question est de savoir combien de temps lui restera leader de ce parti politique. Le fait est que pour l'instant, tant que Jarosław Kaczyński sera à la tête de son parti politique, la seule chose que l'on peut attendre, c'est une opposition totale, voire plus que totale, beaucoup d'agressivité, des insultes et surtout une vague stratégie de victimisation. On nous fait du mal parce que nous sommes la vraie Pologne et tous ceux qui veulent détruire la Pologne nous font du mal. L'ambiance au Parlement sera sûrement très mauvaise. La tension dans le débat politique va encore monter d'un cran, surtout que le président de la République ne se cache pas pour bien montrer de quel côté il est. Donc il est du côté de la droite unie, comme je le disais. Alors, puisque l'on a évoqué la session d'ouverture, session inaugurale du Parlement polonais qui a eu lieu le 13 novembre, il faut dès à présent parler de ce qui s'est passé ensuite, donc à savoir la nomination par le président du candidat au poste de Premier ministre. Malgré le fait que le Parlement a changé de majorité, que cette nouvelle majorité n'a pas été que confirmée par un accord de coalition, mais surtout par les votes successifs qui ont lieu, donc élection du bureau, que ce soit la chambre basse ou la chambre haute, malgré le fait que le Premier ministre en charge, Mateusz Morawiecki, n'a absolument aucune chance, aucun espoir, même pas l'ombre d'un espoir pour arriver à construire une majorité, le président l'a quand même nommé au poste de Premier ministre. Elle lui a donné la mission de créer un nouveau gouvernement. Alors, comment ça se passe concrètement en Pologne? Lors de la session inaugurale du Parlement, je le répète, le Parlement est élu pour 4 ans, donc s'il n'y a pas d'élection anticipée, mais lors de la session parlementaire qui ouvre le Parlement, première session parlementaire, le Premier ministre remet sa démission au président senior du Parlement. Donc le président senior du Parlement, c'est la personne qui a été nommée par le président pour ouvrir la session jusqu'au moment où le Parlement a élu son bureau. Donc le Premier ministre remet sa démission au président senior du Parlement, et là c'est au président de choisir un Premier ministre à qui est confié le rôle de créer un nouveau gouvernement. Donc à partir du moment où le Premier ministre a nommé quelqu'un, cette personne a 14 jours pour former un gouvernement et 14 jours de plus pour obtenir le vote de confiance. Il est à noter qu'en Pologne, un vote de confiance est nécessaire pour qu'un gouvernement puisse être en charge. Sans vote de confiance, il n'est pas possible de gouverner. Donc, quoi qu'il en soit, le nouveau gouvernement devra obtenir un vote de confiance, ce qui est totalement impossible dans la situation actuelle, la configuration du Parlement. Alors, pourquoi Andrzej Duda, malgré le fait qu'il n'y ait aucune chance de monter un gouvernement qui obtient un vote de confiance pour son camp politique, a tout de même nommé Andrzej Duda, a tout de même nommé Mateusz Morawiecki Premier ministre? Alors, il y a plusieurs réponses. Alors, d'une part, il convient de voir que la passation de pouvoir se passe très très mal en Pologne. Et si la première étape de cette passation de pouvoir vient d'avoir lieu, à savoir l'élection d'un nouveau bureau au Parlement, issu d'une nouvelle majorité, la droite unie fait tout ce qu'elle peut pour freiner cette passation de pouvoir. Alors il s'agit de plusieurs choses. D'une part, il y a pas mal de choses que la droite unie voudrait faire disparaître, puisque beaucoup de délits ont été commis par les différents ministères employés de la droite unie. Donc, pour l'heure, depuis le 15 octobre, on sait parfaitement qu'un certain nombre de documents sont détruits. On sait qu'un certain nombre d'appareils électroniques, clés USB,
tablettes, ordinateurs, téléphones sont également détruits, des câbles qui sont également jetés, qu'on fait disparaître. Mais il faut également voir qu'il s'agit d'argent. Il est bien question d'argent. Pourquoi? Puisque depuis le 15 octobre, sachant que la droite unie s'est bien rendu compte qu'elle ne pourrait pas créer un gouvernement, qu'elle n'aurait pas de majorité au Parlement, a commencé à lancer tout un ensemble d'appels d'offres dans les différents ministères, qui fait que depuis le 15 octobre, il y a une véritable distribution de l'argent qui va donc des ministères donc polonais sous forme de fonds, de dotations à des organisations qui sont collectées d'une manière ou d'une autre au camp politique de Jarosław Kaczyński. On voit également que dans les institutions publiques, que dans les entreprises d'État, mais également dans les médias publics, on resigne donc les contrats de travail pour permettre aux employés d'avoir de très hautes primes de départ en cas de licenciement. Donc, chaque jour que le gouvernement passe à diriger le pays est un jour gagné pour la droite unie, puisque c'est un jour qui vaut des millions. Chaque jour passé au gouvernement permet aux ministres, aux politiciens de la droite unie d'amasser des millions. Donc, il est bien question d'argent. Donc 28 jours de plus passés au gouvernement, même si c'est un gouvernement qui n'a aucune chance de fonctionner plus longtemps que ce que prévoit le délai constitutionnel, même si c'est un gouvernement qui n'a aucun espoir d'avoir un vote de confiance, mais c'est quand même 28 jours où la droite unie peut redistribuer l'argent public aux fondations qui lui sont proches. C'est 28 jours où la droite unie peut faire disparaître les preuves de ses délits. Donc c'est une période où la droite unie peut se préparer pour partir dans les conditions les plus acceptables, les meilleures possibles, les plus profitables possibles pour son camp politique et ses politiciens et ses employés. Et donc c'est un délai que Andrzej Duda, donc le président de la République, a donné à la droite unie. Donc, finalement, c'est 2 mois que le président a attribué, puisque il a utilisé son délai constitutionnel donc jusqu'à l'avant-dernier jour pour convoquer le nouveau Parlement. Donc il avait 1 mois pour le faire, et donc il l'a convoqué un jour après avant la date limite. Maintenant, il nomme un Premier ministre qui n'a aucune chance d'avoir un vote de confiance pour rajouter 28 jours à ce gouvernement. Alors, il convient de voir que Andrzej Duda aurait pu rajouter encore 14 jours de plus. Pourquoi? Puisque selon la constitution polonaise, le président de la République a 14 jours pour se décider, donc pour prendre une décision concernant le Premier ministre qu'il va nommer, après donc l'ouverture de la première session du Parlement. Le fait est que s'il avait rajouté ces 14 jours, on serait arrivé dans la période de Noël. Donc s'il avait nommé un Premier ministre du camp de la droite unie fin novembre, donc celui-ci aurait eu 28 jours pour construire un gouvernement et demander un vote de confiance. Donc ça nous aurait amené donc fin décembre, donc en pleine période des fêtes. Andrzej Duda donc est habitué à partir en vacances, surtout au ski de la période des fêtes. Donc on peut imaginer qu'il voulait donc s'épargner le triste désagrément de renoncer à ses vacances pour devoir nommer un nouveau Premier ministre. Donc qu'est-ce qui va se passer concrètement? Ce qu'on peut dire dès à présent. Mateusz Morawiecki donc a reçu en date du 13 novembre la mission de créer un nouveau gouvernement, ce pourquoi il a 14 jours. Donc jusqu'au 27 novembre de cette année, donc Mateusz Morawiecki doit présenter son nouveau gouvernement au président. Ensuite, il aura 14 jours de plus pour obtenir un vote de confiance, chose qu'il n'obtiendra pas. Dans 28 jours, dans tous les cas, Mateusz Morawiecki devra quitter le pouvoir, quoi qu'il arrive, puisque son gouvernement n'aura pas le vote de confiance. Donc à partir de là, le rôle du président va s'arrêter, puisque le président nomme donc en premier lieu un candidat. Si ce candidat n'arrive pas à créer un gouvernement qui obtient un vote de confiance, c'est au Parlement de créer un gouvernement. Donc à partir de là, une fois que Mateusz Morawiecki n'obtiendra pas le vote de confiance, ce sera au Parlement de jouer. Donc la nouvelle majorité parlementaire va créer un gouvernement. Donc elle va désigner un Premier ministre. Ensuite, ce Premier ministre aura 14 jours, lui également, pour monter un gouvernement, et 14 jours de plus pour avoir un vote de confiance. Donc tout porte à croire que c'est Donald Tusk qui sera le prochain Premier ministre.
Donc il aura, comme je le disais, 28 jours pour créer un gouvernement et obtenir le vote de confiance. Donc son gouvernement devrait entrer en charge fin décembre, début janvier. Donc dans tous les cas, la droite unie sera au pouvoir en Pologne jusqu'à la fin de cette année. Alors, à quoi peut-on s'attendre par la suite? Il n'est pas sûr que Donald Tusk reste Premier ministre très longtemps, puisque selon des informations très crédibles, il est envisagé qu'il remplace Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne. Donc il est possible qu'à partir de juin de l'année prochaine, un autre Premier ministre soit nommé. Alors aujourd'hui, on ne voit pas vraiment qui ça pourrait être. Le fait est que c'est un cas de figure qui doit être envisagé, puisque ce sont des informations, comme je le disais, crédibles. Donc Donald Tusk pourrait rester Premier ministre pendant 6 mois, ensuite il sera remplacé. Tout porte à croire que c'est le scénario qui va se réaliser. Euh, comment vont se passer les prochaines semaines et les prochains mois en Pologne? Alors, ce sera une situation politiquement très tendue, extrêmement tendue, puisque la droite unie, comme je le disais, adopte une stature, une position d'opposition plus que totale. Jarosław Kaczyński a annoncé en date du 11 novembre de cette année qu'il convoquera une convention des patriotes en janvier de l'année prochaine. Euh, donc on peut penser que ce sera donc une lutte politique très agressive et les émotions politiques en Pologne feront que croître. Donc ce sera une situation qui sera compliquée pour le nouveau gouvernement, puisque d'une part, le nouveau gouvernement devra affronter le président de la République, qui, comme je le disais, ne cache absolument pas ses idées politiques et ne cache pas de quel côté il se trouve politiquement. Le nouveau gouvernement, la nouvelle coalition, la nouvelle majorité parlementaire devra affronter au Parlement la droite unie, donc la minorité parlementaire, mais qui reste tout de même très forte, donc que ce soit donc à la chambre basse ou la chambre haute. Néanmoins, on peut supposer que la coalition de gouvernement sera stable. Donc on aura une stabilité de gouvernement et une stabilité de coalition de majorité parlementaire. Et ça, donc ça, c'est la bonne nouvelle, puisque tant que le PiS restera uni, tant que la droite unie restera unie, donc le PiS, donc c'est le raccourci polonais pour Prawo i Sprawiedliwość, donc droit et justice. Donc tant que le camp politique de Jarosław Kaczyński restera uni, il est certain qu'il n'y aura pas de désunion de la nouvelle coalition parlementaire qui prendra le pouvoir en Pologne fin décembre, début janvier de l'année prochaine. Maintenant, il est aussi possible que la droite unie connaisse des fissures, voire des scissions. Et on pourra déjà le constater peut-être pendant le vote de confiance que demandera Mateusz Morawiecki, donc Premier ministre nommé par Andrzej Duda, le président de la République. Pourquoi? Puisque dès à présent, nous avons des politiciens de la droite unie qui n'appartiennent pas au Parti droit et justice, mais qui sont donc des coalitions, qui critiquent cette décision de faire traîner les choses, de boucler la passation de pouvoir. Un des politiciens en coalition du Parti droit et justice a estimé, en répondant à la question d'un journaliste, pourquoi est-ce que Mateusz Morawiecki va tenter de créer un gouvernement, obtenir un vote de confiance, donc a répondu qu'on ne peut interdire à personne de vivre dans une réalité alternative. Donc on voit clairement que cette façon de traiter les choses ne fait pas l'unanimité, mais surtout on voit également que la droite unie n'est plus très unie, et que la lutte pour le leadership de ce camp politique a bel et bien commencé. Donc on peut penser que le jour de l'élection, le jour du vote, euh, qui aura probablement lieu donc mi-décembre, donc le jour du vote sur le vote de confiance pour le gouvernement Mateusz Morawiecki, une partie de la droite unie ne votera pas pour ce Premier ministre. Donc ce serait le début de la fin de ce camp politique, donc une implosion de ce camp politique. On peut aussi penser que lors des élections régionales, les élections européennes aussi, donc une partie des politiciens de la droite unie créeront peut-être une liste alternative, ou alors qu'une partie des milieux politiques, parapolitiques connectés à ce camp politique
essaieront de monter des projets politiques alternatifs. Donc, tout porte à croire que la droite unie commence à connaître des scissions et que la stratégie de Jarosław Kaczyński peut se heurter à la résistance de son camp politique. On voit déjà que des employés de la chancellerie présidentielle, notamment l'un des ministres présidentiels le plus proche collaborateur au jour d'aujourd'hui d'Andrzej Duda, Marcin Mastalerek, dit ouvertement que Jarosław Kaczyński devrait prendre sa retraite politique. Donc la droite unie entre dans une phase de lutte interne, et dans la mesure où la droite unie perd le pouvoir, qu'elle devra passer le pouvoir à l'actuelle opposition, elle va se concentrer sur ses problèmes internes. Et donc ça va se ressentir lors des votes au Parlement, lors des élections successives. Une des élections qui sera très problématique pour la droite unie, c'est les élections présidentielles qui se dérouleront en Pologne, vraisemblablement en juin-juillet 2025, puisqu'aujourd'hui, la droite unie n'a pas de candidat qui aura une chance d'être élu. Donc la question qui va se poser également, c'est est-ce que la droite unie a une chance de gagner ces élections? Aujourd'hui, la réponse serait plutôt non. Maintenant, comme je le disais, il reste encore 20 mois jusqu'à ces élections. Mais si la droite unie perd ces élections, la droite unie appartiendra au passé, puisque à partir de là, ces élections présidentielles sont perdues par le camp politique de Jarosław Kaczyński, ce sera la fin de Jarosław Kaczyński ainsi que de son camp politique. Notons également que Jarosław Kaczyński a annoncé qu'il ne serait président du parti Droit et Justice que jusqu'à mi-2025. Donc on voit clairement que lui aussi pense à la passation de pouvoir et la succession. Cependant, dans des partis de leaders, donc quelqu'un qui a été soutenu pour prendre la présidence d'un parti ne garde pas le pouvoir très longtemps. Alors dans un parti, le pouvoir, on le prend. On l'obtient pas, on le reçoit pas, on le prend. Donc dans tous les cas, la droite unie est vouée à une division interne, mais tout ça, ça va dépendre de la durabilité en politique de Jarosław Kaczyński. Puisque donc il peut rester à la tête de ce parti encore 6 mois, encore quelques années. Il est à noter que son état de santé se dégrade. Donc si son état de santé ne le lui permet plus, il pourrait prendre sa retraite politique plus tôt que certains ne l'imaginent. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que le camp politique droite unie qui est complètement dépendant de Jarosław Kaczyński, mais finalement, toute la scène politique est dépendante de Jarosław Kaczyński. En fait, la scène politique polonaise aujourd'hui dépend de ce que fera ou ne fera pas Jarosław Kaczyński. Pourquoi? Puisque l'opposition, qui finalement a gagné les élections, si l'on prend en compte tous les résultats des trois coalitions, c'est un bloc qui est peut-on dire, très divisé sur pas mal de questions sociétaires, telles que par exemple la question de l'avortement. Mais aujourd'hui, ce qui unit ce bloc, cette nouvelle coalition qui va prendre le pouvoir dans quelques semaines, c'est le fait de prendre le pouvoir au PiS en Pologne, donc prendre le pouvoir à la droite unie en Pologne. Tant que Jarosław Kaczyński représentera un réel danger de retour de droite unie en Pologne au pouvoir, la coalition gouvernementale qui sera emmenée au moins au début par Donald Tusk restera unie. Il n'y aura pas de dissension interne. Mais si Jarosław Kaczyński devait disparaître de la scène politique, là, ça provoquerait l'implosion de toute la scène politique, puisque dans la mesure où la droite unie se diviserait, donc il y aurait une véritable implosion de ce camp politique, ça provoquerait aussi des divisions, ainsi que l'implosion des autres partis. Puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui, nous avons deux camps en Pologne, le camp de la droite unie, le camp de l'anti-droite unie, et nous avons également la Confédération qui essaye d'adopter une technique du nini, mais on voit clairement que ça marche pas. Donc la preuve, elle a voté pour Szymon Hołownia, donc à sa candidature de président de la Chambre basse du Parlement. Donc aujourd'hui, la technique du nini ne marche pas en Pologne. Donc si Jarosław Kaczyński devait disparaître de la scène politique, ça provoquerait l'implosion de toute la scène politique. Mais on peut également voir qu'il y a un amorcement de changement de la politique polonaise, puisque quand on regarde la composition des nouveaux parlementaires, que ce soit la Diète au Sénat, on voit de plus en plus de parlementaires jeunes.
Ça fait que aujourd'hui, la scène politique polonaise est en train de changer de main d'un point de vue des générations. Donc c'est la génération des 40-50 ans qui monte en puissance, et c'est la génération des 60-70 ans qui quitte la scène. Donc la scène politique polonaise, elle aussi, elle connaît une évolution. Et cette évolution, elle apportera de façon inévitable la fin du duopole politique Tusk-Kaczyński. Donc, Jarosław Kaczynski et Donald Tusk, tôt ou tard, quitteront la scène politique polonaise. Et moi, je dirais que ce sera plutôt tôt que tard, puisqu'on voit que Jarosław Kaczynski a des problèmes de santé, et Donald Tusk lui-même est connecté au parti PPE. Parti populaire européen, et donc on voit clairement qu'il n'a pas renoncé à ses ambitions politiques sur la scène européenne. D'où donc l'information qu'il serait possible qu'il remplace la tête de la commission Ursula von der Leyen. Donc son départ de Pologne, ainsi que la prise de retraite par Jarosław Kaczyński, créera une toute autre réalité politique en Pologne. Il faut également rappeler ce que je disais auparavant, c'est que la Pologne se trouve dans une période de marathon électoral. Donc on a encore 3 élections, les élections régionales, européennes et présidentielles. Ces élections-là, elles aussi, vont jouer sur le soutien ou non aux différents partis politiques. Donc les 2-3 prochaines années qui nous attendent seront assez décisives pour ce qui est de la scène politique, et à mon avis, les 2-3 prochaines années feront que d'ici à 4 ans, on risque d'avoir une scène politique qui a subi pas mal de changements. Alors, euh, ce qui est sûr, c'est que l'accord de coalition tel qu'il a été construit entre l'opposition qui prend le pouvoir en Pologne, c'est un accord qui a été construit pour 2 ans, jusqu'aux élections présidentielles. Et là, on peut être sûr que jusqu'aux élections présidentielles, donc jusqu'en juin-juillet 2025, cet accord de coalition tiendra. Cette coalition sera stable, euh, que ce soit la coalition parlementaire ou la coalition de gouvernement. Ça fait aucun doute. La question est de savoir qu'est-ce qui se passera ensuite. Et ça, impossible de le dire. Pourquoi? Parce que on ne sait pas où sera Jarosław Kaczyński dans 2 ans. On ne sait pas dans quel état sera la droite unie. On ne sait pas également qui gagnera les élections présidentielles. Aujourd'hui, le favori à la présidentielle de 2025, c'est Rafał Trzaskowski, donc l'actuel président de Varsovie. Mais le fait est que si aujourd'hui, donc il est le mieux placé pour remplacer Andrzej Duda au palais présidentiel, ce n'est pas chose faite. Il aura des concurrents. Cette rivalité présidentielle divisera sûrement les coalitions. On sait parfaitement que Szymon Hołownia a des ambitions présidentielles. On sait parfaitement que Władysław Kosiniak-Kamysz, donc le président du parti agrarien, qui sera le prochain ministre de la Défense, peut également avoir des ambitions présidentielles. Euh, on peut également supposer que la droite unie, n'ayant pas de candidat, cherche à tenter le président du parti agrarien, donc Władysław Kosiniak-Kamysz, lui proposant son soutien contre un accord s'il est élu. Donc on ne sait pas du tout ce qui va se passer après la présidentielle de 2025. Néanmoins, les 20 prochains mois, si ce seront des mois très tendus politiquement, s'il y aura des conflits entre le palais présidentiel et donc la chancellerie du Premier ministre, s'il y aura des conflits entre la majorité parlementaire et le président, et s'il y aura des conflits d'une haute intensité au Parlement, que ce soit la Chambre basse et la Chambre haute, entre la nouvelle coalition parlementaire et la droite unie, il y aura néanmoins une grande stabilité de gouvernement et de majorité parlementaire, ça ne fait aucun doute. Ce qui se passera dans 20 mois, pour l'instant, je ne suis pas en mesure d'émettre un scénario crédible, puisqu'il y a trop de données, trop de variables qu'on ne connaît pas pour pouvoir prévoir ce qui va se passer. Voilà ce que l'on pouvait dire à cet instant concernant la situation politique en Pologne. Je ne manquerai pas de revenir vers vous s'il y avait d'autres informations intéressantes à partager pour ceux que le sujet intéresse. N'hésitez pas à me poser vos questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. Je suis également à la disposition de tous ceux qui souhaitent que je commente l'actualité polonaise, la situation polonaise pour les médias français ou autres. Euh, pour ceux qui estiment que cet enregistrement apporte quelque chose, je les invite à bien vouloir le liker.
ainsi que ceux qui estiment que mon activité sur YouTube apporte quelque chose, je les invite à vous abonner à ma chaîne, à parler de ma chaîne à vos contacts. Dans un avenir proche, j'enregistrerai d'autres films en langue française, en langue polonaise, des films concernant donc ce qui se passe en Pologne, en France, ce qui se passe dans le monde. Ne perdons pas de vue que souvent, ce qui se passe à des milliers de kilomètres a des répercussions importantes sur notre quotidien. Donc, ça vaut la peine de s'informer et de savoir ce qui se passe autour de nous, même si ce sont des sujets qui ne nous intéressent pas. C'est quand même intéressant de savoir qu'ils existent et dans quelle mesure ils peuvent impacter notre quotidien. Pour l'heure, je vous remercie pour le temps que vous avez consacré à cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt.